semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Raoul Roussounou. Il est journaliste, analyste politique, directeur de publication du quotidien Nord-Sud Quotidien. Il sera avec Paul-Marie Roussou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Notez que, chers amis internautes, cette semaine, les échanges de courriers entre Gérard Gbenochi et Gratien Aromenou ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. On en parle ce matin, notamment au sujet de ce conflit entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Parti du Renouveau démocratique PRD. On parlera également, sans nul doute, de cette actualité également, notamment celle en lien avec cette tribune de Philippe Noudianoumé, laquelle disqualifie l'ancien président Thomas Bouniaï comme modèle pour 2026. Si le temps le permet, on essaiera de commenter cette nouvelle assurance qu'a donnée Patrice Talon de passer la main en 2026. Ceci lors du séminaire gouvernemental avec les élus locaux et communaux, ceci au palais de la Marina. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, la rengaine, vous la connaissez si bien, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. ESAE, promotrice de ESAE TV. Juste après, on revient pour le décryptage. ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage de ce samedi, Paul-Marie Roussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Vous êtes face à un autre analyste politique, journaliste, chroniqueur, directeur de publication du quotidien Nord-Sud Quotidien, Raoul Roussounou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Ça fait quelques années que je ne vis pas ici. Oh, bon, c'est le temps. C'est le temps. Merci d'être là. Alors, Paul-Marie Roussou, je vais démarrer par vous. L'analyste politique a sûrement lu, comme bien d'autres analystes politiques, bien d'autres béninois, ces échanges de courrier entre Gérard Gbenochi et Gratien Aromenou. Dites-nous, qu'est-ce que vous en retenez de ces échanges-là? Quelle est votre analyse? Bon, moi, je retiens de cela que les gens aiment bien jouer à des jeux. Ils aiment bien jouer à des jeux pour mystifier je ne sais qui. Enfin, nous, les gens comme moi ne sont plus du niveau qu'on peut, du niveau des gens qu'on peut mystifier. Parce que, rappelez-vous, cette lettre est venue, je crois, le 13 juin. Il y a eu le courrier de Maître Adrien Mbedi le 2 juin. Pourquoi la lettre ne prend pas acte du courrier de Maître Adrien Mbedi le 2 juin et s'attaque, voyez, on s'attaque aux faibles, quoi. Il faut s'attaquer à ceux qui sont de même niveau que vous. Au lieu de s'attaquer aux faibles, la lettre de Maître Adrien Mbedi est là, elle est présente et elle affirme avec foi et détermination que le PRD est encore en vie. Et donc, je ne sais pas pourquoi on s'attaque à un militant de PRD, comme quoi il est ici, il est ça. Voilà. Donc, moi, je n'y trouve pas grand-chose. Je trouve que, bon, il y a certaines personnes, et c'est depuis le début du mandat du président Talon qu'ils se comportent comme ça, ces gens-là, qui s'en prennent aux plus faibles,
hein, plutôt que de faire le débat politique et juridique qui est posé par la lettre de Maître Adrien Moumbédi. Première impression également sur cet échange de courrier entre Gratien Arromenou et Gérard Gbenochi. Mon avis, je crois que l'UPR ou bien l'UP, on ne sait plus quoi dire aujourd'hui, je crois qu'il y a une fuite en avant des responsables actuels. Il y a une fuite en avant parce que cette lettre, cette nouvelle passe-tam dénie à Moumbédi sa qualité de militant. Parce qu'on reproche à Gratien Arromenou qu'étant militant d'un parti, il ne peut pas s'asseoir sur deux chaises. Deux chaises, bien évidemment. Mais on ne reproche pas la même chose à Adrien Moumbédi, pourfendeur de la position aujourd'hui de cette union, de cette fusion. Et vous voyez qu'il y a comme deux poids, deux mesures dans cette prise de position de Gbenochi ou bien du parti, parce que Gbenochi n'est qu'un relais de la position officielle du parti. Donc, comme le dit mon vis-à-vis, on s'est attaqué au plus faible parce que peut-être, je crois qu'un militant n'a qu'une seule voix. Peut-être Moumbédi en a deux, peut-être c'est pour ça on ne s'est pas attaqué à Moumbédi. Mais sinon, le problème est là. Et par paralyse de forme, si je veux, vous n'êtes pas sans savoir que la dernière fois, la lettre du ministre de l'Intérieur était adressée à Gratien Moumbédi, qui se prévaut, ou bien qui est secrétaire général adjoint du PRD, s'il existe ou s'il n'existe pas, en tout cas de l'entité PRD. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que le ministre de l'Intérieur est d'abord UPR, un militant de UPR. UP avant de venir. Donc, et pour répondre, pour réagir à cette lettre, c'est un plus Gratien Arromenou qui a réagi, c'est Adrien Moumbédi qui a réagi. Donc, si on prend ce premier événement et on rapporte à celle-ci, la dernière réaction époustouflante sur ce sujet, c'était Adrien Moumbédi qui a réagi et l'autre est allé après sur une radio locale pour compléter. Donc, le problème, le verre est toujours dans le feu. Et je pense que les militants, les dirigeants de l'UPR gagneraient à poser un diagnostic et régler le problème de fond en comble. Tout le monde sait que Adrien Moumbédi, s'il veut quitter le PRD, il veut quitter l'UPR. Il n'a pas besoin de claironner, de faire tout ce qu'il va. On va constater que les militants du PRD ne fonctionnent plus avec l'UPR. Ben Adrien, excusez-moi si je veux jouer terre en terre, est en train de fatiguer intellectuellement et de perdre du temps aux dirigeants de l'UPR. Et il joue très bien. Il joue très bien parce que peut-être à la fin, vous allez constater que l'entité, les militants PRD d'avant, ne voterait pas pour l'Union progressiste, le renouveau. Et là, la démission serait de fait, le retrait serait de fait. Et on resterait peut-être à faire le débat juridique, ils ne sont pas, et la vie continue. Or, aujourd'hui, je pense que l'essence même du problème, c'est de reléguer Adrien au second plan. Croire qu'il est décédé et qu'il est mort politiquement, venir faire des activités dans ses fiefs sans tenir compte de son existence. Et je vois qu'aujourd'hui, on pense que le PRD est déjà totalement noyauté. Tous les militants sont déjà recasés, ce qui est totalement faux. Parce que quand vous regardez dans même les fiefs du PRD, Lomé et quelques trucs là du plateau, je vais parler d'Ifan et autres, vous allez constater que c'est les militants des premières heures de l'UPR, de cette alliance, de cette fusion, que même le code de la charte des partis politiques n'a pas prévu, la fusion, qui jouent les premiers rôles. Ce que les gars du PRD n'admettent pas. N'admettent pas. Je reviens par rapport à cet aspect précis, mais déjà, il faut faire observer que vous êtes tous deux unanimes sur un fait. On s'attaque au plus faible et on met de côté le plus fort, qui a quand même donné de la voix avec des éléments assez interpellants, qui est Maître Adrien Moumbédi. C'est bien ça? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, moi, je prends seulement un élément de tout ce qu'il a dit. Un élément, je crois, le point 4, des 4 points, des 4
seul point qu'il a cité des nombreux points qu'il aurait pu citer pour justifier le fait que le PRD existe. Il dit que le parti UPR, depuis sa création, n'a pas fait de congrès constitutif. Ça suffit pour tout Béninois, pour que tout Béninois comprenne que ce parti n'est pas légal. Mais écoutez, il y a quelques semaines, oui. On a procédé à l'arrestation de Richard Bonioro, n'est-ce pas? Oui. Et c'est vrai que le fait pour lequel on a procédé à son arrestation, c'est le fait de corruption. Mais dans le processus, puisqu'on nous a narré l'histoire du processus, il a été question du fait qu'on lui a fait des reproches, des observations par rapport au processus d'enregistrement de son parti. Et l'une des observations, si vous vous rappelez bien, c'est qu'il n'avait pas fait de congrès constitutif avant de venir déposer les dossiers. Alors, à partir du moment où... Mais alors, nous sommes dans le même ministère, hein, c'est le même ministère, oui. OK, qui demande à quelqu'un qui fait la démarche pour enregistrer son parti d'aller d'abord faire le congrès constitutif. Mais qui, pour un autre dossier, n'a pas exigé, n'a pas été exigeant, c'est-à-dire à fermer les yeux sur la loi, parce que c'est la loi qui l'exige, c'est pas à lui de l'exiger, c'est la loi. Lui devrait juste s'assurer que tout ça est bien fait, que tout respecte la loi et constater, parce que le ministère, et c'est ça l'erreur que beaucoup de gens font, on a tendance à pas penser que ce sont les institutions qui font la fusion. Non, les institutions enregistrent la fusion. Et pour enregistrer la fusion, il faut avoir fait des pas et montrer, disons à l'administration publique que vous avez fait tout ce que demande la loi. Et puis, en ce moment, l'administration publique vous donne quitus de votre union ou fusion ou n'importe quoi que vous voulez faire. Même si cela n'avait pas été prévu par la loi, comme il a dit tout à l'heure. Ça n'a pas été prévu par l'achat des partis politiques? L'achat des partis politiques n'a jamais été clair sur la fusion. Sur la fusion. Mais elle l'a évoqué quand même. La charte des partis politiques n'a jamais été claire parce qu'aujourd'hui, oui. Et quand vous suivez même les amis de l'UPR, ils disent que le PRD devrait normalement faire un congrès de dissolution avant de venir, et l'UPR devrait faire la même chose aussi. D'autres disent c'est après peut-être la fusion que ça doit être fait. Non. Ça, c'est la ce que fusion veut dire. La fusion, c'est comme ce qu'on appelait en temps une alliance. On fusionne deux choses qui existent. Oui, mais Raoul Oussounou, il y a également de ces dirigeants de l'Union progressiste et le renouveau qui disent que la fusion consacre la dissolution des entités précédentes. Puisque pour eux, on ne peut pas se dissoudre avant de venir fusionner. Parce que si on se dissout, on vient fusionner quoi? Et une fois la fusion consacrée, on ne peut plus aller à une dissolution parce qu'il y a déjà fusion et l'entité n'existe plus. Mais donc, après, il doit y avoir un congrès constitutif de la nouvelle entité. Ce qui n'est pas encore effectif jusqu'à présent. Mais même dans ce cas, ils jouent faux. Ces gens qui raisonnent comme ça, ils jouent faux. L'administration ne fait pas la fusion. L'administration constate la fusion. Et constate la fusion sur la base de pièces présentées. Et parmi ces pièces, vous devrez avoir dit, oui, moi je dissous mes institutions. L'autre dissout ses institutions. Et nous voilà maintenant dans une nouvelle institution. Et cette nouvelle institution devrait être consacrée par un congrès constitutif. C'est ça la démarche. Et c'est ça qu'on a exigé aux autres, quoi. C'est ça le problème, hein. Il faut même pas regarder leur raisonnement. Il faut regarder ce que l'administration reproche aux autres. Et même le parti Les Démocrates dans ce pays, vous vous rappelez, ça fait près de 2 ans
avant qu'ils n'obtiennent le récépissé provisoire. Mais pourquoi pour les autres, ça fait 2 ans, mais pour les partis de la mouvance, si vous regardez les dates qui ont été données dans les lettres, les différentes lettres, vous vous retrouvez à peine avec 2 semaines. En 2 semaines, c'est fait. Et on constate aujourd'hui que c'est fait sur la base du non-respect des textes qui nous gouvernent. Et les autorités publiques, c'est leur devoir. Il n'y a même pas à négocier qu'ils ne respectent pas, ils peuvent ne pas respecter. C'est leur devoir tant que vous portez l'autorité publique. Maître Adrien Ngouedi, les gens, j'ai suivi des gens ici qui s'en sont pris à lui. Oui, ben écoutez, il a joué au malin. Oui, mais il est libre. Lui, il est libre, il ne porte aucune autorité. C'est à l'autorité de dire non, votre malin là ne passe pas ici. Mais si l'autorité, c'est plutôt l'autorité qui joue au malin, ben écoutez, c'est ça le problème, ça nous rattrape. Justement, Raoul Oussounou, à entendre Paul-Marie Russou, il y a également de ces citoyens qui estiment qu'il serait temps qu'à travers une correspondance officielle, comme l'a fait peut-être Maître Adrien Ngouedi, l'Union progressiste de renouveau, ou même le ministère de l'Intérieur puisse montrer au créneau à nouveau pour dissiper les inquiétudes éventuelles. Parce que quand on dit que l'Union progressiste de renouveau est illégale, il y a des inquiétudes. Je crois que dans cette affaire, c'est pas de mer. Vous n'aurez jamais de correspondance. Il y a des limites. Vous avez déjà vu que déjà à l'étape partie, et on oublie Adrien Ngouedi d'abord, on s'attaque à Gracien Aouameno. Et cette affaire, pour dire vrai, parce qu'il ne faudrait pas qu'on continue par faire la langue de bois. Cette affaire, PRD, UPR est né, c'est le relan des affaires intimes, internes entre ces gens-là qui... C'est qui ces gens-là? Nous sommes sur un plateau de télévision. Oui, appelez un chat un chat. C'est qui ces gens-là? Je dis, c'est des affaires... Entre Adrien Ngouedi, Patrice Talon, Adrien Ngouedi, Bruno Amoussou, Adrien Ngouedi, Joseph Benou. C'est une guerre de chefs qu'on est en train de nous transposer ici aujourd'hui. Et vous n'avez pas sans savoir, c'est totalement particulier en fait. Vous avez vu, je crois, il y a un journal qui a même titré que le président Adrien Ngouedi s'est divorcé de sa femme et tout. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans ces... Mais c'est totalement des cuisines internes qu'on transpose en affaires publiques aujourd'hui. Et ce qui est bien, ça permet de voir comment on fait un peu de passe-droit quand on est au pouvoir, oubliant que demain, on ne sera pas toujours au pouvoir, ou bien le pouvoir peut-être peut changer demain, ou bien les mêmes personnes. Il y aura friction et ce serait plus, les positions vont changer. On vous a compris, Raoul Oussounou, mais tout à l'heure, lorsqu'on suit un peu dans votre argumentaire, vous étiez en train de légitimer un peu ce qu'on peut qualifier de frustration des ex-PRD. Parlez-nous-en, ces frustrations-là. Bon, vous n'êtes pas, d'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'en février, Ngouedi a fait une déclaration qui a fait le tour du monde sur ce qu'il appelle... présentation de vœux. Ça, c'est une formule trouvée par le PRD depuis 2 ans pratiquement qu'ils ont fait cette fusion entre griffes. C'est une formule trouvée par le PRD pour s'exprimer. Ils appellent ça les amis de Ngouedi qui présentent les vœux à Adrien. Pour certains, c'est une tradition plus vieille que ça. En tout cas, les amis de Ngouedi qui présentent des vœux, ça a commencé, c'était la 2e fois en février dernier. La première fois, vous n'êtes pas sans savoir, quand ils ont fini, ils sont allés, il y avait le décès du professeur Paulin Rontondi, ils sont allés après pour aller faire... Et c'était aussi des déclarations un peu comme ça pour se faire entendre. Donc, il y a eu cette déclaration d'Adrien où il demandait, il évoquait, pour être plus clair, il évoquait l'arrestation de M. Olivier Bocor. Il disait que c'était les conséquences de l'exclusion. C'était les conséquences de l'exclusion. Et après cette déclaration-là, il dénonçait le code. Donc, il parlait d'exclusion. Donc, parlant d'exclusion, Adrien trouvait aussi que ces gars étaient, et quand je dis ces gars, les militants du PRD étaient un peu exclus de la gouvernance actuelle, bien que aujourd'hui, il a un ministre au gouvernement. Le trésorier général du parti est ministre au gouvernement, le ministre Akotéan. Raphaël Akotéan. Le porte-parole, le PRD, je crois que doit compter 6 députés parmi les députés
de l'Union l'UPR. progressiste au renouveau. Le secrétaire général du parti est vice-grand chancelier. Donc, quand même, et ils ont quelques maires, je crois. Et donc, c'est quand même des positionnements que le PRD, de manière intrinsèque, a eu. Mais Moumbedi trouve que ça ne suffit pas. C'est insuffisant. Est-ce qu'il n'en demande pas de trop, selon vous? Ça si dépend. Éventuellement, c'était ça. Malgré la réforme entreprise du système partisan, le PRD restait encore le plus vieux parti de l'échiquier politique nationale. Le PRD, quand même, depuis 1990, a connu de hauts faits d'âme qu'on ne peut pas le reléguer au second plan. Même si aujourd'hui, le PRD, la LOC qui reste du PRD, se démarquait, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des coteries qui existent aujourd'hui qui ne peuvent pas s'égaler au PRD. Ah bon? Oui, vous connaissez aujourd'hui les partis ayant de représentants, il n'y en a que 4. Il y en a que 4 ou 5. Je crois FCBE, UPR, BR et LD. Ça fait 4. Ça fait 4, voilà. Ils sont 4. Donc, il n'y a que 4. Et donc, même si le PRD sortait, dans ce qui reste comme acteur, comme parti animant la scène nationale, le PRD ne serait pas, va dépasser plusieurs d'entre eux. Parmi les 4 déjà là? Non. À part les 4, parmi ceux qui restent. Donc, le PRD n'est pas un parti quand même à comparer avec les autres pour dire qu'ils en demandent trop. Le PRD quand même est un vieux routier. Je reviens un peu par rapport à l'hégémonie du PRD, mais Paul Maroissou, lorsqu'on y voit de près, ce petit conflit, si on peut le qualifier ainsi, entre le PRD et l'Union progressiste de renouveau, certains qualifient de malcompréhension entre des leaders politiques, mais ça repose la pertinente question de savoir est-ce que la réforme du système partisan a été une réforme réussie totalement? Réussie? Il faut d'abord que ça soit réussi avant d'être total. Parce que moi, je l'ai dit, moi, je n'ai pas eu froid aux yeux pour dire ici que la réforme du système partisan, c'est l'un des échecs qu'on va montrer au président Talon à la fin de son mandat. Parce que je ne sais pas si vous voyez comment cette réforme se fait. Elle se fait par tournure ou bien tournage de vis de façon progressive. Okay, on amène des conditions pour faire la réforme et puis on n'a pas encore digéré les conséquences parfois dramatiques et tragiques de ces conditions. Puis paf, on remonte à un degré supérieur de ces conditions. Quelle est cette réforme que moi je ne sais pas qui se fait comme ça? Ce que je sais des réformes pour les pays qui ont la science comme base d'analyse de ce qui se passe, des phénomènes qu'ils vivent, c'est que quand vous faites une réforme et que vous voulez changer les conditions, vous faites d'abord une étude pour voir est-ce que la réforme mise en œuvre a atteint les objectifs pour lesquels il a été mis en œuvre. Et si nous regardons aujourd'hui, vous constatez avec moi qu'aucun des objectifs n'a été atteint. Prenons simplement l'objectif, on a dit transhumance. Il faut régler la question de transhumance. Vous constatez avec moi que la réforme n'a pas réglé cette question. Mais est-ce qu'on doit imputer cette faille-là à Patrice Talon ou à l'hypocrisie du personnel politique béninois? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a des acteurs politiques qui sont derrière lui, chantent, scandent que c'est une belle réforme, ils la défendent, mais on a comme l'impression qu'au tréfond d'eux, ils prient peut-être qu'après 2026, ils puissent se libérer. Je ne pense pas que c'est sur les acteurs qu'il faut aller chercher les problèmes. Le problème, c'est la mise en œuvre des réformes. Je ne veux pas dire que l'idée de réforme n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas le propos. Mais vous savez, moi j'ai fini de faire une étude qu'on appelle l'analyse des politiques publiques. Et on nous a appris que lorsque vous avez élaboré une politique,
c'est une belle chose d'avoir une politique. Toute politique a toujours ses forces et ses faiblesses. Mais quand vous avez fini de l'élaborer, vous devez maintenant prendre soin de la mise en œuvre. Parce que la mise en œuvre des politiques publiques a toujours été un problème. C'est pas au Bénin que c'est un problème. Mais pour ceux qui réussissent à faire face à ces problèmes, c'est que à une étape donnée, on fait une évaluation. Et c'est ce que j'ai dit tout le temps, moi, sur les antennes, partout. J'ai dit, mais on a fait des réformes depuis 2016. Il fallait s'arrêter à mi-chemin, faire une évaluation et repositionner la mise en œuvre pour que ça puisse atteindre les objectifs. Je constate que le chef de l'État, pour ce qui est des maires... Voilà, justement, j'allais en venir. Pour la réforme de la décentralisation... Il a enfin fait cette réforme parce que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. La mise en œuvre posait des problèmes. Il y avait des morts, il y avait des problèmes. Il y avait tellement de problèmes qu'on aurait pu faire une étude pour voir quels étaient les problèmes. Problèmes sociologiques, problèmes culturels, problèmes politiques, je ne sais pas trop quoi. Mais on ne l'a pas fait. Nous, on a parlé de ça à tout moment, mais chaque jour, des réformes sortaient du tiroir et se mettaient en œuvre chaque jour. Et nous en sommes maintenant à 6-8 mois. Et c'est maintenant qu'on va faire une évaluation. On dit, on va prendre une autre approche de la mise en œuvre, et vous allez voir que même dans cette approche, il y aura des problèmes. Ce qui est évident. Ah oui, parce que les réformes, c'est ça. Les réformes, c'est ça. Il est intéressant de mettre des réformes partout, mais le plus important, c'est le résultat de ces réformes. Est-ce que ça produit en termes de société? C'est ça qui est important. Oui, Raoul Oussounou, vous voulez réagir tout à l'heure, je vous voyais sourire. Oui, je voudrais d'abord rappeler à mon vis-à-vis que la réforme, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et quand vous les pensez, il faut les éprouver afin de déterminer, de trouver les failles et s'asseoir et faire un truc là. On va revenir sur la réforme, sur la gouvernance locale, mais on part sur le système partisan. La réforme, il n'y a pas de réforme parfaite. Il n'y a pas de réforme parfaite du moment où c'est des hommes qui les appliquent. Et aujourd'hui, j'ai lu il y a quelques jours qu'au bac, il y a à Parakou un étudiant qui a voulu tricher avec l'IA. Peut-être ceux qui pensaient le bac et qui suivaient n'avaient pas pensé que peut-être l'IA serait développée, pouvait aider un étudiant à... Au CEP, il y a eu un élève qui a sorti, un candidat qui a sorti un portable. Et moi, je dis, c'est impensable qu'un candidat... Déjà au CEP puisse sortir un portable. Donc, bref, au fur et à mesure que nous évoluons, il y a de nouvelles donnes qui remettent en cause ce que nous avons pensé hier. On nous alerte que notre tangente n'est pas la bonne. Notre trajectoire n'est pas la bonne. Si on prend par exemple la réforme du système partisan, il y a quelque chose qui est réglé. Avant les partis au Bénin, le chef en était PDG et PCA. Ça dit président directeur général et en même temps président du conseil d'administration. C'est un chef tout puissant et on disait le parti des Rungwedi, le parti de Soglo, le parti de tel. Bon, malheureusement, je ne dirais pas que la réforme a réglé ça. La réforme n'a pas réglé ça parce qu'aujourd'hui, excusez du peu, je vais le dire à voix basse, tous les partis sont des partis de Patrice Talon. Maintenant... Y compris les démocrates? Y compris les... Vous n'êtes pas à savoir que chaque fois on a toujours accusé qu'il y a telle personne des démocrates qui se fait payer au palais, mais on n'a pas vu de refus, de rejet en tant que tel. Bref. Non, on ne va pas répondre à tout. Quand même. Je ne dis pas... En fait, moi, je parle en tant que... Je ne suis pas de ces coteries-là. Je parle en tant que journaliste et des faits que j'ai à m'apporter. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, le nombre, si c'est en termes de quantité, ça a diminué. En termes de qualité, est-ce qu'on a reçu le pari? Ça, c'est la grande question. Mais au moins en termes de quantité, on ne peut pas dire le parti de tel quartier, le parti de Yenawa, le parti de Toplegbe, le parti... On n'a plus ça aujourd'hui.
On n'a plus ça aujourd'hui. On n'a plus ces petits fédataires qui se font chefs de parti et qui pour le mercato politique, développent des clubs électoralistes juste à la veille et pour en acquérir. Donc on n'a plus ça aujourd'hui. On a peut-être de grands ensembles, encore que pour le moment, qui tiennent le temps que le pouvoir en place est encore là. On ne sait pas à partir de 2026 quels qui seront. Donc, au moins, vous pensez que cette réforme peut ne pas survivre après 2026? Vous n'êtes pas sans savoir que quand la BAC prend de l'eau, les rats sortent. Donc, on est vers la fin. Les boutades, déjà la guéguerre PRD-UPR en est une preuve. C'est parce que peut-être il y a un an, le PRD n'oserait pas faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, mais quel est le fait qui amène le PRD à être dans cette posture aujourd'hui? Certains s'interrogent de savoir que pense le vice-chancelier de cette posture de Maître Adrien Ngouidi, que pense le ministre Raphaël Akothéon de cette posture de Maître Adrien Ngouidi. Sont-ils complices? Des interrogations subsistent dans les esprits des uns et des autres. Cher ami Kader, ne me demandez pas de rentrer dans leur tête. Mais il se constate que aujourd'hui, par exemple, quand mon ami évoquait la question de la transhumance, la réforme du système partisan n'a pas pu régler ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au bas niveau, ça quitte le BR pour UP, ça quitte UP pour le BR. Moi, ce que j'avais apprécié dans cette réforme, c'est que au moins le financement public des partis politiques avait démarré. Ben, ça fait, je crois, depuis 2024, je me dis peut-être avec... on nous dit que nos finances tiennent bon, elles ne sont pas évanescentes, mais moi je me dis peut-être avec la tension avec le Niger et tout, on ne trouve plus de plaisir à injecter de l'argent dans les partis politiques. Mais normalement ça reste un fait parce que la Constitution dit que c'est les partis qui animent la vie politique nationale. Donc au moins on avait débuté quelque chose en la matière. Mais peut-être ce que je reproche, c'est des deniers publics injectés dans les mains de certains qui aspirent nous insuffler la gouvernance publique, mais on n'a jamais encore évalué qu'est-ce qu'ils font de ces partis. Et quand j'apprends aussi d'ailleurs qu'il y a des partis qui sont même allés faire des prêts sur la base de ces financements-là, c'est des trucs qu'on doit pouvoir éditer et qui doivent pouvoir renforcer la réforme du système partisan. Donc tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose en ce qui concerne la réforme. Mais je pense qu'il fallait quand même commencer quelque part et il faut commencer d'abord pour pouvoir évaluer après. Ben, dire que on commence et un an après on évalue, non. Maintenant, si vous voulez, on reviendra sur la réforme de la gouvernance locale aussi. Tout à fait. On va aborder ça peut-être en fin d'émission, oui, Paul Marousseau. Bon, non, je suis tout à fait à l'aise. D'autant plus à l'aise que Raoul Oussounou. Raoul Oussounou est journaliste, éditorialiste et qu'il suit l'actualité. Vous savez, les autorités publiques sont libres de faire ce qu'ils veulent faire quand on parle de réforme. Mais en démocratie, il y a des signaux qui leur sont donnés tout de suite, dès que la réforme est mise en place. Tout de suite. Ça, attention, ce sens-là, si vous y allez, il va y avoir des problèmes. Les gens n'aiment pas trop qu'on donne l'exemple des États-Unis, mais on n'a pas meilleur exemple. Vous avez vu Trump, depuis qu'il est arrivé, vous avez vu le nombre de réformes en peu de jours, plus de 135 ordonnances pour changer la façon de gouverner les États-Unis. Les États-Unis. Mais vous avez vu tout de suite, chez eux, ce qui se passe. Le marché a signalé, attention, brrr, ça chute. Les partis politiques marchent, protestent. Le peuple proteste. Et on réajuste les réformes. C'est ça, les mécanismes de réajustement des réformes. Alors, donc, ne nous dites pas que la réforme, on voit tout de suite, dès que vous mettez... Mais écoutez, si vous mettez du maïs dans le sol, ça ne peut pas vous pousser de l'igname.
Ça ne peut pas vous pousser de l'igname, c'est pas possible. Sinon, on perd les repères, quoi. On ne peut pas mettre du mil dans le sol et ça va nous pousser du riz. Donc, dès que vous mettez le riz dans le sol, vous savez que ça va produire du riz. Mais quel type de riz ça va produire, ça dépend de la nature du riz que vous avez mis dans le sol. C'est ça, en fait, c'est ça la gouvernance. La gouvernance n'est pas dans les mystères, dans les suppositions, ça va peut-être aller, non. Il y a des outils fondamentaux pour analyser, pour étudier et pour voir tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre un an, hein. Même un mois après avoir mis une réforme en place, les signaux se font sentir. Et il faut pas c'est pourquoi j'ai fait appel à votre titre d'éditorialiste. Il ne faut pas faire appel à cette notion c'est souvent en Afrique qu'on fait appel à ces notions d'ailleurs qui veulent dire que oui, écoutez, les réformes, ça prend du temps pour se mettre en œuvre. Dès que vous avez mis du maïs dans le sol, ça pousse tout de suite, c'est du maïs que ça va donner, ça ne donnera pas autre chose. Et pour cela, lorsqu'on voit que c'est du maïs et que ce à quoi nous nous attendons, ce n'est pas du maïs, il faut tout de suite commencer à dire attention, ça pose un problème. Pour gagner du temps. Pour revenir au PRD très rapidement, avant de changer de sujet, pour parler de cette tribune de Philippe Noudjanoumé, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce que l'Union progressiste du renouveau a intérêt à contenter Maître Adrien Ngouédié, ou tout au moins à ce qu'il se calme pour que cette guerre cesse? Donc en fait, j'ai dit, la lettre de Maître Adrien Ngouédié est tellement exhaustive dans tous les éléments qu'elle met sur la table. Parce qu'on ne dira pas qu'il n'y a pas de malaise, il y a quand même un malaise là. Mais il y a malaise, il y a malaise. Le malaise, dans la situation d'aujourd'hui, les partis qui existent légalement et suivant les procédures et les processus qui sont établis par nos lois, c'est le PRD et c'est l'UP. L'UPR doit aller, on va dire, réajuster son tir pour devenir parti. Parce que, je vous l'ai dit, le seul élément, prenez seulement ce seul élément, le congrès constitutif. Un parti ne peut pas exister s'il n'a pas eu de congrès constitutif. D'où est-ce que Maître Adrien, le professeur Djokbenou tire son titre de président du parti? D'où Benocci, que vous avez mentionné tout à l'heure, d'où il tire son titre de secrétaire. De conclave. C'est un congrès constitutif qui détermine ces choses. Et ça n'a pas eu lieu. Jusque-là, qu'on nous produise le procès verbal et puis nous, on va se taire, quoi. Sinon, si ce n'est pas fait, c'est que ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Et il ne faut pas rester dans le flou et dire oui, c'est à peu près non, parce que le ministre est justiciable. Le ministre peut être jugé pour l'acte qu'il a posé. Et moi, j'ai demandé déjà depuis qu'il démissionne ou qu'on le démissionne parce que ce n'est pas la peine qu'on mette notre nation comme ça en danger. Parce que rappelez-vous, c'est des députés à l'Assemblée, il a mentionné maintenant des maires, il y a des élus. Merci dans ce jeu-là. À vous, Paul-Marie Owessou. Raoul Oussounou, tout à l'heure, vous avez abordé de façon sommet ce pan du débat-là. Qu'en est-il de l'hégémonie actuelle du PRD? Est-ce que vous pensez que l'Union progressiste de renouveau, au regard des enjeux électoraux de 2026, a beaucoup plus intérêt à ce que le calme de la paix soit fumé avec les caciques du PRD? Je pense que, je continue de dire, c'est une scène de ménage. C'est une scène de ménage qui n'aura pas de solution juridique, alors qu'on aurait souhaité qu'il y ait une solution juridique qu'on laisse de traces pour l'avenir. On a vu avec ici UDBN et BR, et après l'UDBN est revenu par un nouveau nom de baptême, Renaissance du Bénin, Renaissance nationale. Donc, malheureusement, ces affaires finissent toujours par des arrangements politiques. Et c'est ce que nous aurons. Ce qui est déplorable parce que nous aurons. Nous, on aurait voulu qu'on dise le droit et qu'on puisse utiliser ça désormais comme jurisprudence quand il y aura ces genres de cas. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, j'ai dit tout à l'heure qu'en 2026, il y aura une recomposition de la classe politique. Et ce n'est pas exclu qu'on ait encore ces gens
de cas. Si on prend rien que UPR, l'entité UPR aujourd'hui qui réclame une existence légale, c'est plusieurs autres partis qui sont fondus dedans. Il y a le père de Nathanaël Bah, il y a l'affaire de Irénée Agossa. Il y a la Renaissance du Bénin, d'abord, en premier lieu. La Renaissance ah du Bénin. non, ah non. Le Ah PSD. non. Et de la Renaissance du Bénin, je vous annonce que vous aurez des nouvelles dans quelques jours. Donc, des nouvelles comment? Oui, je passe ici un truc là. Nouvelles, vous voulez reconstituer la Renaissance du Bénin nationale? Je ne suis pas membre, je ne suis membre d'aucun parti. D'aucun parti, merci de le préciser. Mes coulisses annoncent que vous aurez des nouvelles de la Renaissance du Bénin. C'est pas encore. Donc, la Renaissance du Bénin n'a jamais été. Est-ce que vous avez vu l'entité Renaissance du Bénin adhérer à l'UP ou bien à UPR comme. Quand on criait l'UP, pardon, ce qui reste, ce que d'aucuns, selon là où on se situe, après les fondeurs de la Renaissance, enfin ceux qui étaient contre l'ancien chef Yadi, ou bien qui sont mieux sous, je crois que c'était Bada, ou bien quoi qui avait pris la... Georges Bada. Georges Bada qui avait pris à un moment donné... avec Abraham Zidroué. Voilà. Donc... ils avaient clôturé, quand je dis clôturé, ils avaient signé la dissolution du parti. Donc, c'est les individus qui ont adhéré à l'UP. À l'UP, donc la Renaissance du Bénin. Oui, elle a été dissoute. Je ne sais pas, mais ne soyez pas surpris peut-être de voir un parti Renaissance du Bénin demain. Et qui revient avec comme héritage de Rosine Soglo. Puisque Rosine Soglo n'a pas adhéré peut-être à l'UP. Donc, il a des héritiers. Il y a des gens qui se réclament toujours de ce courant-là. Donc, ne parlez pas de la Renaissance du Bénin dans ce débat. Donc, et du PSD. Ce que je dis, voilà. Les entités qui ont adhéré après, je veux dire, qui ont fait ce que vous appelez fusion avec l'UP. Après, avec l'UP. Peut-être demain, vous allez voir... ils vont peut-être réclamer leur existence, comme le PRD, leur indépendance, le fait aujourd'hui. Donc, on aurait voulu que le sujet soit tranché pour que demain, on n'ait plus à tergiverser sur est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est... Donc, ça, malheureusement, on n'aura pas ça. Et c'est ce que nous déplorons dans cette situation. On espère quand même que cette volonté affichée de pouvoir lutter contre l'impunité au sein des acteurs politiques puisse être véritablement de mise à ce niveau pour que le sujet soit véritablement jugé, pour que cela puisse servir de jurisprudence, comme l'avait dit tout à l'heure Raoul Oussounou. Merci à vous pour vos analyses. Merci également à Paul-Marie Rousseau pour vos analyses également. Je vais embaucher la trompette avec le sujet suivant. Paul-Marie Rousseau, vous avez lu Philippe Noudjanoumé? Bon, j'ai lu en filigrane et je ne suis pas allé dans les détails. Oui. Est-ce que ce qu'il a dit est pertinent? Dire que Yaïbouni n'est pas un modèle pour 2026, je ne sais pas. Est-ce que le président Talon est un modèle pour 2026? Il dit... Oui, Raoul? Je voudrais le préciser. Oui, allez-y. Ce que nous faisons, ce que je vois les gens faire sur ce sujet depuis quelques jours, je crois que les gens ne sont pas sincères, ils ne sont pas francs dans ce qu'ils font de ce sujet. Et je pense que ça n'aide pas la gouvernance aussi, la gouvernance actuelle. Les communistes, d'abord, je m'amuse toujours à dire, et je l'ai écrit sur mes canaux digitaux la dernière fois, quand entre de 18 à 30 ans, quand vous n'êtes pas communiste, c'est que vous êtes un con. Mais quand vous continuez à être communiste après 30 ans, c'est que vous êtes un dégénéré. Donc, je dis, il faut savoir raison garder quand vous êtes sur cette ligne-là, tout rejeter. Mais ce que je voulais rappeler, c'est que les gens ne sont pas sincères dans la flamme, parce que la déclaration dont il s'agit, c'est dans le livret, le journal, le bulletin que le PCB, qui n'est pas un parti à existence légale, le PCB, c'est dans le bulletin qu'il continue de sortir, la flamme. Il dit que Patrice Talon est mauvais.
pas pour autant Yahi Boni est bon. Il a rappelé les scandales sous Yahi. Mais ça, Patrice Talon est mauvais, personne ne le dit. Les gens continuent de dire, oui, le PCB a dit que Yahi est mauvais, il a fait scandale, si, il a fait... Mais la portion de phrase, Patrice Talon est mauvais, personne ne le dit. C'est en ça qu'il dit que les gens ne sont pas sincères. Justement, il dit... Et ça n'aide pas la gouvernance actuelle. Et je suis sûr que le PCB, tel je les connais, très courageux, truculents sur le bord, ils auraient pu rappeler, non, c'est pas ce que nous avons dit, ça. Oui. Mais je n'ai pas aussi vu cette déclaration je n'ai pas vu ce recadrage du PCB. Oui, non, ceci dit, ça clarifie un peu mes appréhensions, parce que vous avez vu ma question tout de suite. Est-ce que l'un est modèle pour, l'autre est modèle pour? En réalité, à la date où nous sommes, on ne devait plus parler des deux. Malheureusement. C'est ça. Pourquoi? Oui, parce que maintenant, on doit regarder le futur. Qui est-ce qui vient? Ah non. Ah non, nous sommes toujours sous la gouvernance Patrice Talon. Jusque-là, jusqu'à mai 2026, le président du Bénin s'appelle Patrice Talon. On ne peut pas occulter ce fait. Je ne crois pas que l'article soit sur qui est président du Bénin. Non, mais dire ne plus parler des deux, je ne pense pas. Et il y a eu un acteur politique, chef de parti politique. Non, attendez, j'ai dit... Et les PCB ne font que parler de chefs de plan politique. Je vais vous en venir tout à l'heure. Lorsque le PCB, peut-être je commence déjà par parler de Maïrissou, lorsque le PCB lorsque Philippe Ndjelmé fait cette déclaration-là, qui égratigne un peu, qu'on le veuille ou non, Boni Yahi, qui est leader d'une formation politique de l'opposition, la plus grande, si on peut le dire ainsi, de l'opposition à Patrice Talon, celle qui est légalement constituée et qui a des élus au Parlement, qu'est-ce que cela peut créer politiquement au sein de l'opposition? Mais politiquement, c'est qu'on fixe les yeux des Béninois en une période où on doit fixer leurs yeux sur le futur, on fixe leurs yeux sur le passé. Et je m'excuse, Patrice Talon a encore quelques jours, quelques mois à la tête du pays, mais si nous voulons parler après 2026, je crois que c'est ce que la lettre fait. Les deux doivent être laissés de côté. Qui est-ce qui vient? Quelles sont les valeurs de celui qui vient? Qu'est-ce qu'il nous propose comme projet de société? Est-ce que nous allons avoir une société où la sécurité, où la première des sécurités, c'est la liberté, ou la première des libertés, c'est la sécurité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'est pour vous dire que... Je comprends très bien. C'est pour vous dire... Non, attendez, avant que vous ne preniez la parole. Mais c'est pour vous dire que, sincèrement, nous avons vu dans toutes ces dimensions la gestion du président Talon. C'est 9 ans et quelques. C'est dans toutes ces dimensions. S'il y a encore des dimensions à venir, c'est pour quelques mois. Maintenant, ce qui intéresse le commun des Béninois, qu'est-ce qui vient après? Et je sais que vous le faites. Écoutez les Béninois, est-ce qu'ils sont intéressés par l'autre est mauvais, l'autre est mauvais, l'autre est bon, l'autre est ceci? Est-ce qu'ils sont intéressés par ça? Est-ce que demain, à partir de 2026, là, est-ce que nous allons manger les 3 repas par jour? Est-ce que nous allons pouvoir continuer... Vous ne mangez pas les 3 repas par jour? Ne parlez pas de moi, je parle au nom des Béninois. Il faut vous taquiner un peu. Je peux permettre à Raoul de réagir. Voilà. Je voudrais dire à M. Ouessou que en réalité, de juin 2025 à mai 2026, si on croise les bras, on peut mourir. Donc la gouvernance continue. Et c'est ignorer le fait que, d'abord, un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Malheureusement, en 2026, les déterminants de 2026 restent encore Patrice Talon et Yahi Boni. C'est-à-dire que ça se jouera entre les deux, par procuration. Nous sommes otages depuis des années de ces deux acteurs, de ces deux fils du pays. Et ça a commencé depuis la gouvernance de Boni Yahi en 2006. Donc ça, c'est... ne pas intégrer ça dans nos analyses
c'est ne pas être juste, en fait. Nous devons l'intégrer dans nos analyses. Déjà, Raoul, si vous permettez, on peut se questionner de savoir, est-ce qu'il peut y avoir un candidat pour 2026 qui ne soit pas approuvé ni par Boniaï ni par Patrice Talon? Est-ce que c'est possible quelqu'un de candidater sans l'approbation de Boniaï ni de Patrice Talon? Vous avez lu le code électoral comme tout le monde. Les partis qui ont d'élu aujourd'hui pour faire le parrainage, c'est Boniaï qui en a, et juste les 28, et Yahi et Talon qui en a plusieurs. Ils peuvent parrainer des candidats indépendants, mais vous connaissez le contexte béninois. Et on avait parlé tout à l'heure de la réforme du système partisan. Moi, je dis, la réussite et la meilleure sortie pour Patrice Talon, c'est d'avoir un président élu des partis politiques. Et là, il pourrait dire, j'ai réussi quelque chose qu'on n'a pas réussi depuis 90. Donc, dire aujourd'hui qu'il porte que ces partis, qu'il peut avoir un candidat indépendant qui viendrait chercher parrainage auprès de ces deux acteurs pour devenir président, je ne pense pas que... Et poursuivre avec Raoul Oussounou, est-ce que quelque part, cette tribune de Philippe Ndianoumé n'a pas une pertinence dans ce sens que il fait observer que 2026 sera régenté par les deux hommes, notamment Boniaï et Patrice Talon, et donc il alerte sur le fait que c'est parce que Patrice Talon est mauvais que Boniaï est bon? Non, je ne sais pas si nous faisons le bon débat. Parce que le mot utilisé, c'est modèle. Modèle, oui. C'est ça, non? Oui, tout à fait. Le modèle, ce n'est pas dans le processus électoral. Hein. Le modèle, c'est ce qui va venir après. Oui. Qui êtes-vous et quelle politique, quelle gouvernance vous mettez en œuvre? Est-ce que ça va être modèle Yahi, ça va être modèle Talon? C'est ça, si nous parlons du mot modèle. Justement. Oui. Et c'est pour cela que je posais la question tout à l'heure à Raoul Oussounou, et je vous la repose, c'est une question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut candidater pour la présidentielle 2026 sans l'approbation de Boniaï ni de Patrice Talon, au regard des enjeux actuels? Au regard, il faut le dire, avec foi et détermination, au regard des déterminants mis en place par le président Talon. C'est lui qui a formaté la classe, ou du moins le système politique tel qu'il est aujourd'hui, et tel que nous allons découvrir qui va venir après. Mais ce que je dis, que j'explique peut-être, c'est que oui. On ne peut pas élire qui que ce soit au Bénin aujourd'hui sans les deux là. Justement. Mais si celui qui est élu vient pour être copie-collé de l'un ou de l'autre, et alors il va nous voir, hein, il va nous voir en face. Nous, on sera là pour qu'il nous voit en face. Il va voir en face. Il ne peut pas être copie de l'un ou de l'autre, il doit être lui-même. Il doit conduire le Bénin avec ses propres valeurs, avec ses propres convictions. Vous êtes celui qui pourra s'affranchir? S'il ne le fait pas, nous on va l'aider à le faire. Parce que les rênes du pouvoir. Parce que les rênes du pouvoir. Que les questions de dauphinat ou de désignation, généralement on désigne toujours, on choisit toujours l'élève le plus docile, le plus assidu, le plus serviable, le plus loyal. Bien, maintenant, rappelez-vous, lorsque ce sera à Porto Nouveau, je crois que c'est à Porto Nouveau que ça se fait, hein, que quelqu'un va lever le bras comme ça. J'espère qu'on verra un visage qui n'est ni Talon ni Yahi. Pour jurer sur notre constitution qu'il va gouverner le Bénin. Et quand il va prendre le Bénin, dès le jour même où il a pris le Bénin, nous, on sera là pour dire, les premiers pas qu'il pose, nous, on sera là pour lui dire à quoi ça ressemble. Et nous ne voulons plus voir Yahi, nous ne voulons plus voir Talon. Nous voulons voir celui que nous avons élu. Je suis désolé. Je suis obligé de rappeler à M. Ouessou que chaque pouvoir a ses gourous. Et ce qu'on dit à Porto-Novo, on a déjà vu le chef d'État actuel dire à Porto-Novo qu'il fera un mandat unique et après on est au deuxième mandat et qu'on lui prête encore des intentions pour faire un troisième. Donc, quand même, il ne cesse de rassurer au sujet. Maintenant, pour revenir au sujet. Vous comprenez bien ce que je dis. Ce que je dis, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit.
C'est ce qu'il est. C'est les actions qu'il pose. C'est le Bénin qu'il construit. C'est ça que nous voulons voir. Et nous voyons. Et moi, on n'a pas besoin d'avoir la physionomie de Yahi ou bien de Talon à Porte Novo. Mais je veux non, je ne parle. C'est une image. C'est ça, j'ai dit. Non, je parle d'image. Je parle d'image aussi. Oui, mais je voudrais vous rappeler que chaque pouvoir a ses gourous. Et il y a toujours des gens qui tirent sur les ficelles. On a vu la gouvernance de Yahi ici. Et ce n'est qu'à 3 ans qu'on a vu Patrice Talon partir en exil. Tout le temps, on avait dit que c'est celui-là qui tire sur les ficelles. Oui. On a vu la gouvernance de Talon. C'est il y a 1 an, ou bien c'est cette année qu'on a vu cette gouvernance se départir d'Olivier Bokor qu'on appelait naïvement, ou bien on appelait à cœur joie vice-président. Mais rappelez-vous que dans ce raisonnement-là, ne soyez pas surpris. Oui. Que en 2026, que le pouvoir, comment on l'appelle, celui qui est dans l'ombre là, soit l'un des deux. Je vous le dis en ma qualité d'analyse, le pouvoir de 2026 sera le fruit d'une compromission. Ok. Il n'y aura pas de pouvoir, je ne puisse pas croire, je ne veux pas croire que le président de 2026 sera juste le fruit de la mouvance ou bien de l'opposition. Il y aura une conjonction des forces. Tout à fait. Donc, vous voyez, vous revenez à ce que j'ai dit. Et naturellement, je le dis parce que vous savez, la première tâche que celui-là a fait, c'est de nous ouvrir la frontière du Niger. C'est de nous ouvrir la frontière du Niger. Et ça, le président Talon ne l'a pas encore fait. Et nous, on ne s'attend pas à ce que lui vienne et que la frontière reste comme ça, fermée. Et ça empêche des Béninois de vivre, de circuler, d'aller, de revenir. Donc, c'est très important que vous compreniez. Ce que je dis, ce n'est pas dans les personnes, ce qu'ils vont dire, mais c'est dans les faits. Les actes posés, la société a construit. Ça ne peut pas être comme ce que les autres ont fait. Ça doit être, et d'ailleurs, ça ne peut jamais même l'être, parce que les conjonctures, les situations internationales qui surviennent, qui ont envahi le mandat du président Talon, ne seront pas les circonstances qui vont envahir le mandat de celui qui va venir. Et donc, moi, je ne pense pas du tout que et quand vous le dites même qu'ils seront dans l'ombre, qu'ils vont tirer, ben c'est un fait. Mais vous savez que pour s'affranchir, le président angolais, il a été dauphin, hein? Mais vous savez qu'il s'est affranchi de toute façon, le syndrome angolais, c'est pas une première. On a vu Aïdjo et Biya. Donc, c'est pas une première. Et tout le monde sait que les questions de dauphin, souvent au Bénin, ça ne nous marche pas. Le Bénin est un pays quand même atypique. Atypique. Et on verra qu'en 2026, ce qu'on a fait... Le génie béninois va encore agir. Non, le génie béninois, moi, je ne crois pas tellement à ça. Ce qu'on a à faire, c'est comme aujourd'hui ce qui s'impose à la Côte d'Ivoire. Éliminer Ouattara, éliminer Gbagbo du système et laisser le pouvoir. Donc, si on réussit à faire ça, ce qui est impossible pour 2026, si on réussit à faire ça en 2026, on aura un dirigeant tel le souhaite M. Ouessou. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Là, c'est raté. Là. De toute façon, on verra bien 2026. C'est raté. Les lois qu'on a ne nous permettent pas même d'avoir un candidat qui soit totalement indépendant de ces deux-là. C'est impossible. Dans la gestion du pouvoir, vous verrez bien. Moi, alors, Raoul Oussounou, on l'a dit tout à l'heure encore, Patrice Talon l'a répété devant les maires, sa volonté de passer la main en 2026, je peux dire peut-être une énième assurance, mais on constate que le paradoxe demeure dans les esprits de certains. Pourquoi? Alors, Cadet, je vais être un peu plus franc, et c'est le citoyen Raoul qui parle et non le journaliste. Je veux dire, quand vous me rappelez chaque fois que vous voulez porter un costume de couleur bleue, j'ai tendance à ne plus vous croire. Vous n'avez pas besoin de me rappeler chaque fois que c'est ce que je veux faire. Faites ce que vous voulez faire et oubliez que je crois. Moi, je ne suis pas... tout le monde ne va pas à l'église. Croire, c'est à l'église. Alors, dire que je ne suis pas sûr de faire encore une telle rencontre avec vous, d'abord, il faut remarquer que les maires vont partir avant le président de la République.
selon la structuration des élections actuelles, les maires vont partir avec le président de la République. Donc, c'est peut-être en 6 mois, peut-être il peut ne pas les revoir. Et s'il veut revoir les maires, encore demain, il va les revoir, le président Patrice Talon. C'est lui qui convoque, ils vont venir. Donc, s'il dit demain, on n'a pas fini le séminaire là, et je veux les revoir, il va les revoir. Donc, dit je ne peux pas vous revoir, c'est lui qui connaît son agenda. C'est l'opération de charme politique. Ça n'a rien à voir avec l'engagement constitutionnel parti en 2026. Et le président Talon lui-même dit que lui prêter les intentions d'un 3e mandat, c'est comme infantiliser notre peuple. Et donc, pourquoi le répéter à chaque fois? Je m'en tenais à son interview dans Jeune Afrique. Donc, pourquoi le répéter à chaque fois, je veux partir? Le fait qui se justifie s'accuse. Le fait de répéter ça chaque fois, je crois que ça installe le doute. C'est ça qui installe le doute dans la tête des Béninois. Vous voulez partir, on constate qu'il est parti. D'ailleurs, les tests ne le permettent pas. Bon, je partage totalement cette analyse et je crois que c'est les médias qui veulent toujours avoir quelque chose à dire sur il va partir, il ne va pas partir. C'est vrai que le peuple béninois aussi suppute. C'est parce qu'on le répète que ça devient ça prête à confusion, ça crée des doutes dans la tête des Béninois. Si on ne le répète pas, on constate que le président est parti. Oui. Et moi, je veux dire que le président Kérékou nous aurait vraiment aidé à résoudre ce problème de fin de mandat où on suppute sur il va rester, il va partir. Il ne l'a pas fait. Le président Yahi venu aurait pu nous aider aussi. Lui aussi, bon, il a fait ce qu'il peut, il n'a pas pu le faire et j'aurais... Mais Patrice Talon a quand même fait un pas, nul de sa vie. Non, cette phrase n'ajoute rien à ce qui existait déjà dans la Constitution. Que vous ne pouvez pas faire 2 mandats, et que vous ne pouvez pas faire 2 mandats de votre vie. Oui, mais ça ne suffit pas. Vous savez pourquoi ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas parce que le législateur de notre pays a donné aux députés la possibilité de réviser notre constitution. C'est tout le problème. Hein? Et moi, je crois qu'il faut leur arracher ça. Il faut, sur cette question, je veux dire, sur les questions qui touchent la vie de la République, c'est-à-dire que les mandats, il faut clairement dire que on arrache ça aux députés. C'est seul le peuple par référendum qui peut décider de ces choses. Si on fait ça, vous allez voir, il y aura plus... Il faut aussi une révision pour le faire. Oui, il faut aussi une révision constitutionnelle pour le consacrer. Oui, mais c'est une révision qui est approuvée par le peuple. Je voulais rappeler à M. Ouessou que ne soyez pas intransigeant sur le bord. Il n'y a aucune constitution parfaite. Aux États-Unis, le président américain, bien qu'il y ait des musulmans aux États-Unis, continue de jurer sur la Bible. Et il y a la peine de mort dans cette première démocratie au monde. Donc, il n'y a pas de constitution. Au Ghana, à côté, le président jure sur la Bible. Je voulais dire qu'il n'y a pas de constitution parfaite. Donc, je suis désolé. Écoutez, il y a des choses qui doivent... Il y a ces trucs. On ne peut pas... Je n'ai pas parlé de constitution parfaite. Hein. Non, mais vous parlez d'arracher aux députés béninois. Oui, la possibilité de réviser, de faire de sorte que le président puisse faire... Les pères fondateurs de la Constitution béninoise sont partis d'un fait. La Constitution de 91 je dirais que peut-être c'est un peu les résolutions de la conférence nationale qui, selon moi, a un goût d'inachevé. Mais, je dis... Les pères fondateurs sont partis de... C'est la nature du Béninois qui a permis de faire cette constitution. Donc, vous savez, les pères fondateurs de la Constitution, les pères fondateurs de la Constitution américaine sont aussi partis des faits. Mais... vous savez que pays ne se ressemblent jamais. Attendez. Donc, non, on ne parle pas de ressemblance. Cette particularité. Non, justement, c'est ça. Vous voyez le débat. Quand j'ai parlé de Bénin, vous avez donné les exemples du Ghana et autres. Et maintenant, moi, je donne les exemples des États-Unis. Vous dites que chaque pays a ses particularités. Vous n'avez pas ce que je veux dire, et qu'il faut comprendre, les États-Unis n'ont jamais mis dans leur... Au début, les pères fondateurs n'ont pas mis dans leur constitution qu'il faut faire 2 mandats. C'est jusqu'à Roosevelt. C'est à partir de Roosevelt qu'on a 2 mandats. Et donc, je dis, nous sommes préoccupés depuis 2023, n'est-ce pas? Après les élections législatives, par cette affaire de est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir. Nous l'avons été jusqu'à
touche pas ma constitution, sous Kérékou. Nous l'avons été sous chose-là, sous Yaïboni pendant des années. On a parlé de ces choses. Il est temps de constater que ce sujet finit par empoisonner notre vie ensemble et qu'il faut supprimer simplement le droit aux députés de pouvoir modifier la constitution pour donner un mandat au président et de laisser cette prérogative au peuple. Que c'est fini. Monsieur Ouessou, pour finir, je vais vous dire, on a tous été responsables de classe. Vous voyez comment c'est doux? Il n'y a rien dedans. Il n'y a même pas l'argent. On achetait parti à nos collègues pour l'être. Donc c'est l'essence du pouvoir qui amène les humains à être ainsi. Oui, mais leur comportement impacte notre société. Vous êtes d'accord avec moi que, en même temps, dans ce Bénin actuellement, il y a plusieurs catégories de Béninois. Il y en a qui appellent de tout leur vœu que Patrice Talon finisse et qu'il s'en aille. Tout comme il y en a qui sont dubitatifs sur le fait de est-ce qu'il partira ou il ne partira pas. Tout comme il y en a également qui sont extasiés devant les infrastructures et qu'ils pensent qu'il doit continuer au-delà de 2026. Alors, dans ce fait, dans ce constat, il y a une interrogation qui vient, Paul Maï-Ouessou, c'est de savoir l'alternance que l'on veut, le fait de limiter les mandats à 2 ou à 3 ou à 2, comme on le fait dans les démocraties généralement. Est-ce une garantie de bonne gouvernance et de développement? Bien sûr. Est-ce que le fait qu'un dirigeant vienne et on l'encadre à faire exclusivement 2 mandats, est-ce une garantie? Est-ce que si parfois on sautait ces verrous-là, est-ce que le peuple lui-même n'est pas aussi mûr, mature pour empêcher? Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur ce pan-là de nos sociétés, de nos constitutions, pour que les institutions soient fortes et que les peuples aussi soient mûrs pour choisir des dirigeants de qualité? Vous savez... Chaque fois, laisser les manettes libres, les leviers aux acteurs politiques de pouvoir malmener comme ils veulent. Oui, vous savez, tout ce que, comme il a dit, hein, le pouvoir est doux. Et tout homme, vous-même, si on vous donne le pouvoir, qu'on arrive vers la fin, vous allez vous taire pour laisser les supputations. La preuve, les opposants d'hier qui disaient... On ne veut pas le 2 mandats, on en a vu qui ont voulu faire 3 et qui ont fait pire même. Bon, voilà. Dans notre pays. Et donc, vous avez vu Alpha Condé. Voilà. Et donc, c'est pour cela que moi je dis, en réalité, c'est juste de déplacer le pouvoir que les députés ont. En ce moment, c'est qu'on a limité la possibilité en allant jusqu'à 4/5 des députés. Et pourtant, vous voyez, ça ne règle pas le problème de supputation. Justement, je vais pas en faire un débat ici peut-être. Oui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut travailler sur la qualité de nos acteurs politiques, de nos populations? Par exemple, je veux peut-être stigmatiser aucun pays frontalier, mais il y a de ces pays où on estime qu'on aide ce chef de l'État pour dire il ne veut pas partir, alors qu'on sait que c'est tout un régime. Il n'est pas seul à se maintenir au pouvoir. Il y a des forces occultes qui le maintiennent, qu'on le veuille ou pas. Il y a une classe politique qui le maintient. On regarde encore un peu plus loin. Il y a également un autre pays qui est maintenu par une classe politique. Alors, est-ce qu'on ne doit pas faire un travail sur nos acteurs politiques? Parce que si les députés, comme le dit, sont mûrs et qu'ils connaissent leur rôle véritablement à l'Assemblée nationale, il n'y a pas un président qui peut les instrumentaliser à des fins de ce que vous dénoncez ce matin. Je voudrais dire à Kader que ce qui fait office de classe politique dans nos États africains aujourd'hui n'est pas encore suffisamment préparé. Je ne veux pas dire, comme Chirac, que la démocratie est un luxe pour les Africains. Non. Ben, je pense que les gens, on a eu des peuples qui sont longtemps restés dans la royauté et après la colonisation... Dans la royauté, on meurt roi. Après la colonisation... Le roi ne veut pas son successeur. Voilà. Après la colonisation, on a connu un laps de temps, la démocratie. Après, on a basculé dans des régimes marxistes, léninistes et des régimes militaires où c'est des despotes qui ont eu une longévité au pouvoir. Après la chute de Mille de Berlin, les années 90 et tout, il y a eu ce vent de démocratie qui a soufflé sur nos États au sud, dans l'Afrique subsaharienne. Donc, on a basculé un peu dans la démocratie. Et du jour au lendemain, les habitudes ont la peau dure. Donc, du jour au lendemain, je ne dis pas, je ne justifie pas, mais il y a ces élans conservateurs chez nos acteurs politiques aujourd'hui qui ne sont pas encore
bien formés. Il faut prendre compte de nos réalités Non, sociologiques je également. crois Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui est dangereux, c'est les intellectuels qui, excusez la répétition, qui sont plus dangereux que ceux qui ne sont pas trop allés à l'école en matière de gouvernance. Et c'est eux qui ont ces élans de s'éterniser au pouvoir. De façonner des lois parfois. Quand vous parlez de alambiquées. système, moi je ne vois pas dans nos pays là, on parle plutôt d'hommes forts, pas de système. Les systèmes que vous voyez là, Oui, mais l'homme tombent fort- quand on touche Oui. à la nervure centrale. Oui, mais l'homme fort, il est maintenu par quelqu'un. Tout à l'heure, vous ne voulez pas appeler le nom de pays. Bon, il y a le Togo à côté. J'ose le dire. Justement. Mais Fort n'est pas quand on fort tout touche- seul. On touche à la nervure quand même. Quand on touchera, Comme le cas du Gabon. quand on touchera Cameroun. à la nervure centrale, Non, vous allez voir, le Gabon par exemple, quand on a touché à la nervure centrale, vous avez vu que ce que vous appelez système s'est remobilisé autour du nouveau. Et donc, ce n'était pas un système, c'était un homme fort. Ce que je voudrais rajouter, effectivement, ce que vous Peut-être avez- qu'à la ce niveau, on ne se comprend pas. Oui, non, L'homme la fort question que est vous aviez maintenu posée. et soutenu par des gens. Oui, la question que vous avez posée, c'est, à mon avis, pertinent et je crois qu'il a effleuré un peu la réponse. La réponse, c'est que c'est l'éducation de la classe politique. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, je l'ai dit à ceux qui ont suivi, ceux qui ont fait la conférence nationale, et quand ils sont sortis, je vous l'assure, la conférence nationale, on n'en aura pas deux dans la vie politique de notre nation. Mais quand ils sont sortis de là, chacun a créé sa chapelle et voudrait se faire ses fidèles. C'est-à-dire les électeurs. Et donc, on a oublié que ce qu'il vient de décrire, qui est tellement précis, on a oublié que la mentalité avec laquelle nous allons dans ce processus que nous appelons renouveau démocratique, que cette mentalité, c'est la mentalité du roi qui ne voit pas son successeur. Et qu'il va falloir travailler sur cette mentalité. Et que dans nos partis politiques, nous devons dire à chacun que moi, qui forme le parti politique, je ne suis pas le propriétaire du parti politique. Et ça n'a pas été fait. Et nous avons vu donc la mentalité se traduire autrement en des partis politiques où c'est quelqu'un qui donne l'argent. Quand vous évoquez la question du développement. Et pour illustrer, par exemple, ce que vous étiez en train de dire par rapport aux hommes forts, l'homme fort, généralement, Raoul Moussounou, s'appuie sur d'autres hommes forts. Et c'est quand il perd ces soutiens-là qu'il n'est plus fort. Alors, pourquoi dans un système despotique illuminé, il n'y a qu'un seul homme fort. C'est celui qui dirige. Il ne s'appuie pas sur d'autres hommes forts. Il s'appuie sur des petites mains. Quand vous parlez du développement, pour revenir à la concession des gens qui nous dirigent, quand on peut penser que faire 10 km de route reste un indicateur de ce que le président travaille ou pas, je pense que quand on en est encore là, alors qu'aujourd'hui, quand vous recevez des prêts concessionnels et les institutions de Bretton Woods, par exemple, peuvent venir vérifier, il y a cette exigence-là, par exemple, de bitumer, donc, ce n'est plus des facteurs, ce ne sont plus des indices de développement en tant que tel. Quand on parle des réformes, moi j'ai suivi le président Patrice Talon en 2016 qui a dit que sa gouvernance serait une gouvernance de réforme. Et je ne suis pas surpris qu'il en fasse autant, même si on n'a pas totalement les résultats qu'on veut. Mais il l'avait déjà dit. On peut mesurer sa gouvernance à l'aune des réformes faites, et non à l'aune du nombre de bitumage et fait. Donc quand on a des gens qui continuent d'applaudir, le président fait à son tâche, si le président a fait, alors que le développement dans nos pays africains ne doit plus être ça. Aujourd'hui, oui, parce qu'ils se disent qu'il y en a, par exemple, qui quittent l'Afrique pour l'Europe. Tous les présidents qui passeront feront des routes. Ça ne dépend même pas d'eux. Ils sont heureux qu'aujourd'hui, ça ne dépend en Afrique, tous les présidents qui passeront, il y a des visions de moderniser nos pays africains pour quand même permettre entre Africains qu'on puisse chercher à se visiter mutuellement. Au moins. Non, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais le Ghana, si c'est ça, le Ghana a des millénaires de développement du Bénin.
Parce que le Ghana a eu des routes extraordinaires depuis des trentaines d'années. Donc, je ne sais pas. Donc, pour vous, on ne peut pas saluer les efforts. Non, ce n'est pas là le développement. Et je suis d'accord. Comment quelqu'un fait son devoir et attendre, il doit attendre qu'on l'applaudisse. Il n'est pas élu pour croiser les bras. Normalement, je pense que les vrais opposants d'un système, c'est ces zélateurs-là, c'est l'audateur qui applaudissent, on a fait le kilomètre de route dans mon cas. C'est les vrais opposants d'un pouvoir, parce que vous arriérez, c'est comme des boulets qui tirent par derrière, et le monsieur qui veut travailler. Et puis j'ai une question très rapidement. Lorsque vous avez votre enfant que vous envoyez à l'école et qu'il a une bonne moyenne, est-ce que parce que vous l'avez scolarisé, vous l'envoyez à l'école pour qu'il travaille, que vous n'allez pas l'encourager pour reconnaître au moins ses efforts? Je dois l'applaudir. Vous avez déjà trop bien fait. Parce que j'entends des gens dire ça. Non, merci. C'est-à-dire que j'ai entendu ça jusqu'à un animateur de radio, radio internationale, je ne vais pas appeler de nom de radio, qui ont dit, mais bravo, le Bénin est beau. Parce qu'il est venu il y a un moment et il a vu la métamorphose. Je suis désolé. C'est lui. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Ça veut dire que... Non, attendez, ce n'est pas une question d'accepter. Ça veut dire que lui ne connaît pas le Bénin. Est-ce que vous l'avez dit à Kadez qu'il a déjà entendu le président, l'ancien président, Nicéphore Boni, et Nicéphore Soglo, se réclamer le père du Bénin moderne? Ça, vous ne l'avez pas encore entendu. Nicéphore dira que peut-être en 5 ans, il a fait plus que Patrice Talon. Donc, si on se met dans ce débat-là, on ira nulle part. Ce que les gens doivent retenir, pour faire court, ce que les gens doivent retenir, il a dit tout à l'heure, le nombre de kilomètres de route faites par le président Talon dans Cotonou, si on enlève toutes les routes qui ont été faites avant qu'il ne fasse ce qu'il a fait, eh bien, vous allez voir, Cotonou serait extrêmement en arrière. Ça veut dire que du travail se fait, lui vient... Il vient ajouter ce qu'il avait fait. Vous avez peut-être vérifié ça avec le ministre conseiller qui apporte des informations conséquentes par rapport à ces chiffres-là et au montant. Merci à vous, Paul-Marie Ouessou. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Vous étiez face à un autre analyste politique, chroniqueur politique, directeur de publication du quotidien Nord-Sud Quotidien, Ral Oussounou. Merci d'être passé sur C'est moi, Kader. Merci à vous, chers amis internautes. C'était Info Hebdo de ce samedi. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour